Since have been bled red velvet lines, the black box. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, un temps où la publicité, celle de la télé ou celle du cinéma et le vidéoclip des groupes musicaux de l'époque, nous sommes en 1983, donc en pleine explosion, n'était qu'expérimentation et c'est plus ou moins réussi, mais où l'image était aussi importante que le message publicitaire ou la chanson du moment. De grands réalisateurs de pub se sortirent donc les doigts du cul pour nous pondre des moments démentiels, de Steve Barron à Russell Mulcahy, de David Fincher à Étienne Châtilliez et en pub, Ridley et Tony Scott, les deux frérots, maîtres de l'image. Diplômé en art graphique de la Sutherland Art School et du Royal College of Art de Londres, il se passionne pour le cinéma lors d'études complémentaires au Leeds College of Art and Design. En 1973, il a même l'honneur de diriger un plan de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, en prenant bien sûr grand soin de suivre à la lettre les consignes du maître. La même année, il fonde avec son frère Ridley la compagnie de production publicitaire RSA et durant plus de 10 ans, chacun va réaliser des centaines de publicités et développer leur style propre qui n'est cependant pas exempt de similitudes l'un envers l'autre. En 1982, pendant que le frérot se tape Blade Runner, il se prépare à travailler sur l'adaptation du roman de Whitley Strieber, issu de sa trilogie des Prédateurs et auteur du Wolfen ou de son Communion. Les producteurs voulaient à l'origine qu'Alan Parker réalise le film après le succès de The Wall, mais Parker leur suggère d'engager Tony Scott. Bien sûr, déjà à l'époque, un venir de la pub ou du clip était souvent décrié par l'intelligentsia de la haute micro-cinématographie, celle qui décidait un jour que le cinéma ne devait être qu'autorisante. Pub n'égale pas cinéma pour eux, sauf si l'on a du talent, les gars. Mais rien n'y fait, le film est même défini comme une publicité d'1h30, on croit rêver. Tony Scott va surprendre, oser et nous amener là où peu de cinéastes ont tenté le coup, faire un cinéma nouveau, inventif, peut-être celui qui sans le savoir va inspirer d'autres derrière lui. En plus, avec le grand Stephen Goldblatt à la photographie, l'homme derrière les photos d'Outland de Peter Iams, des deux premières armes fatales de Richard Donner, ou le secret de la pyramide de Barry Levinson, dont j'ai parlé pour tout cela, et bien d'autres aussi, Scott va nous éclairer le film comme rarement, des couloirs de façon impossible, des scènes érotiques qui nous laissent pantois, et de meurtres flamboyants dont l'esthétisme nous donnerait presque envie de s'y mettre. Des gros plans splendides, démesurés, nous explosent au visage, c'est le cas de le dire. Sur grand écran, à l'époque, imaginez un gros plan de David Bowie, que demander d'autre? Bref, comme son frère, le Tony s'avère être un très bon réalisateur et donne dans l'adjectif simple et impactant, le beau. Le film adapte donc le roman de Strieber, mais de loin saisit des moments et suit les personnages sans en réellement raconter leur histoire, mais photographie un instant, voire une scène. On brise les codes de la narration, on nous invite dans un monde, on s'y plonge, on achète le produit comme une pub effectivement. Myriam a donc 3000 ans, peut-être l'Osiris de l'Égypte de l'époque, une femme loin d'être humaine puisqu'elle est un vampire immortel et se nourrissant de sang bien entendu. Elle change de compagnon tous les 300 ans, homme ou femme, et se sent quand même seule puisqu'elle sait leur fin inéluctable. Elle leur ment pour mieux vivre intensément leur vie ensemble. Aujourd'hui, John Blaylock, qui va soudainement comprendre que son corps lui fait défaut, que sa vie semble le quitter et que Myriam lui a menti, il est trahi. Myriam va donc commencer à chercher son remplaçant, ce qui la mènera vers son destin, celui de la fin, la sienne. La fin du film diffère d'ailleurs de celle du livre. Dans ce dernier, Myriam s'installe à San Francisco et recommence sa vie. 2 suites seront écrites à ce roman, mais pas adaptées à l'écran, malgré la série produite par Tony Scott entre 1997 et 2000, mais qui ne reprend aucun des personnages.
Tony Scott se débarrasse du folklore vampirique, ni ail crucifix ou eau bénite et même soleil, mais seul le sang et l'amour comptent, comme dans le Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow, très stylisé aussi, le mot vampire n'est jamais prononcé dans le film. I'm sorry, what did you say? Nothing. But I would like to talk to you. De plus, et c'est là le tour de force de ce métrage, les vampires parlent peu, ce sont les victimes de ceux-ci qui parlent, c'est le sexe qui attire les humains, la tentation pour combler leur faim de sang. L'homosexualité y est aussi bien sûr traitée, sans vulgarité, bien au contraire, et c'est une fois décontracté dans un studio fermé que les actrices pourront jouer cette scène. Oh no. Un film donc sophistiqué, plus psychologique que le roman, et dont les maquillages seront réalisés par le grand Dick Smith, notamment les morts, les amants de Myriam retournant à la poussière, ou le réveil de ses anciens amants lors d'une scène choc que je ne suis pas prêt d'oublier. Ceux-ci sont effectivement mis en cercueil pour l'éternité, incapables de mourir, restant là à pourrir. Dick Smith calme tout le monde et est considéré par la profession comme un maître, et ses maquillages, notamment ceux pour vieillir les acteurs, sont reconnus comme des œuvres d'art sur des films comme le Little Big Man d'Arthur Penn, Le Parrain et sa suite de Francis Ford Coppola, L'Exorciste de William Friedkin, qui va terroriser des générations sur les visages de Reagan, Marathon Man de John Schlesinger, Taxi Driver de Martin Scorsese, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, Au-delà du réel de Ken Russell bien sûr, Scanners de David Cronenberg ou le Amadeus de Milos Forman dont il va obtenir l'Oscar. De sacrés noms sur de putains de films où son travail est parfois invisible mais toujours choquant. Il est aidé ici par Carl Fullerton. Avec un budget de 4 800 000 $ et des critiques pas faux folles, le film ne sera pas un succès en salle mais deviendra culte avec le temps. Le film va quand même rapporter 10,2 millions de dollars et 707 000 entrées en France, pas un succès mais assez pour rembourser les frais. Tony Scott va de suite, après ce film, enchaîner un petit film qui s'appelle Top Gun, qui sera bien sûr un énorme succès mondial. Il réalisera d'autres grands films d'action, certains même au succès mitigé, mais qui deviendront plus que cultes, comme Le Dernier Samaritain et son scénar démentiel de Shane Black, ou True Romance, basé sur une histoire de Quentin Tarantino. Malheureusement, le 19 août 2012, Tony Scott se suicide en sautant du pont Vincent Thomas à San Pedro près de Long Beach à l'âge de 68 ans. Certaines sources évoquent une maladie incurable qui sera la cause de ce suicide, d'autres évoquent une tumeur au cerveau inopérable. Toujours est-il que la famille dément ces informations et Ridley déclare sa mort inexplicable, bien qu'il le dit malade et en chimio. Les Prédateurs est dédié à Frank, leur frère, et Top Gun Maverick sera lui dédié à Tony. I've given you something you never dared dream of. What? Everlasting life. What did you say? Myriam est donc interprétée par l'actrice française que l'on ne présente plus, Catherine Deneuve, un personnage fabuleux et peut-être un de ses meilleurs rôles, étonnant et inattendu par ce casting et un personnage aux réactions surprenantes et très bien écrit. I drew your blood, and then you took mine. You're crazy. You belong to me. Myriam vit dans un appartement très luxueux, elle se décrit elle-même comme une oisive, appartement très important puisqu'il n'en sortent que peu, et une fois par semaine pour choisir leur victime et se nourrir. You would think me mostly idle, I'm afraid. My time is my own. Yves Saint Laurent va, comme à son habitude, habiller l'actrice, les autres costumes étant de Mila Canonero, 4 Oscars pour Barry Lyndon, Les Chariots de Feu, Marie-Antoinette et The Grand Budapest Hotel, et une tripotée de grands films à son actif. Humankind one way, we another. Her end is final, ours is not. Myriam ressemble plus à un personnage de film noir, baroque et intemporel. I can't. Le tournage va l'épuiser, d'autant qu'elle doit, à peine le tournage fini, retourner en France avec des questions sur une soi-disant mésentente avec Elle et Bowie. Elle niera le tout et en parlera comme un grand professionnel. La fin de Myriam dans le film, provoquée par la colère de ses anciens amants et le repos qu'il demande enfin. Forever and ever.
David Bowie, lui, explose littéralement en 1983. Qu'est-ce qu'on a à dire? On a son album Let's Dance qui cartonne dans les charts et tourne 2 films qui vont rester cultes, Furio et Les Prédateurs. Le fait de voir son corps maquillé et vieilli l'intéresse énormément. Être sous les mains du maquilleur Dick Smith le pousse à accepter le rôle. Vieillir à l'écran, quand on est un symbole de sexualité, est sûrement un plaisir de remise en cause et de préoccupation légitime. Il est loin d'être présent durant l'entièreté du métrage, mais dans sa première partie, c'est lui qui bouffe littéralement l'écran. On peut même dire que le film est le sien, et la retombée sur la deuxième partie n'en est que plus lourde. Bowie au cinéma, ce n'est que du bonheur. L'homme qui venait d'ailleurs bien sûr de Nicolas Roeg, Labyrinthe de Jim Henson, Absolute Beginners de Julian Temple, que j'avais vu tout seul en salle, Twin Peaks Fire Walk With Me de David Lynch, ou Le Prestige de Christopher Nolan, où il emporte la meilleure scène du film. L'homme ici voit sa fin arriver, sa voix changer, il vieillit trop vite, et c'est dans une très grande scène que son personnage disparaît dans une trop lente et atroce décrépitude dans un hôpital, seul, apeuré pour la première fois de sa vie en 300 ans. Dr. Roberts, Yeah, you let me down. beg your pardon. You didn't believe me. Il finit caché dans une semi-obscurité, c'est une douleur réelle que l'on ressent pour lui, traitée avec la plus grande des pudeurs par un réalisateur conscient de sa scène et de son cinéma. Kill me. Release me. Les souvenirs de John se font sans dialogue avec l'image qui titille innocence, une façon de filmer où la forme seule compte. Un pourrissement extérieur difficile à voir, d'autant que le jeu puissant de Bowie explose ici. C'est le grand Claude Giraud qui le double en version française. It's not nearly as difficult as you imagine, is it? Sarah Roberts est interprétée par Susan Sarandon. Elle est le choix de Myriam pour remplacer John. La scène d'amour entre elle et Myriam sera tournée dans un studio fermé. Cette scène saphique est devenue une des plus célèbres puisque sous la musique du duo des fleurs de l'opéra L'Acmé de Léo Delibes, Myriam va donner son pouvoir à Sarah en la mordant au creux du bras. Elle est d'un érotisme absolument superbe et magnifiquement filmé. Catherine Deneuve va même devenir, avec cette scène, une icône lesbienne, selon ses dires en tout cas à l'époque. Sarah est une beauté énigmatique, froide, et comme Myriam partage apparemment les fureurs d'un érotisme et d'une sexualité débridée. Elle aspire littéralement Myriam et en se métamorphosant se montre capable de la remplacer, voire de la supplanter. En affaiblissant cette reine vient le temps de la punition. Une revanche pour le temps passé à tuer ses nombreuses victimes, 3000 ans de meurtre. Susan Sarandon obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice pour le film La Dernière Marche de Tim Robbins, son mari à la ville de 1988 à 2009, et a une carrière impressionnante. Citons entre autres Les Sorcières d'Eastwick de George Miller, Duo à 3 de Ron Shelton, Thelma et Louise de Ridley Scott, Le Client de Joel Schumacher ou Ma meilleure ennemie de Chris Columbus. Florence Giorgetti fait sa voix française ici. Ah, Mrs. Blaylock? Who is it? It's Tom Haver. Cliff de Young est un acteur qui joue ici Tom Haver. C'est un acteur que l'on va voir dans un nombre incalculable de séries télé et de films en tout genre. Je ne sais pas combien d'épisodes d'Arabesque il a tourné, jouant souvent le méchant. Il est le collègue et petit ami de Sarah et va vite devenir un ami jaloux, soupçonnant ce qui se passe. C'est Pierre Arditi qui le double ici. I don't usually get a smile on that. You should. Does me good cheer. That's right. Danny Deya est le lieutenant Allegrezza qui mène l'enquête sur la disparition d'une petite fille tuée par John Blaylock. Acteur lui aussi à l'impressionnante filmographie dont Les Aventures de Bucor Banzai de W.D. Richter, Commando de Mark Lester en Arius, antagoniste de notre Arnold, et 8000 autres derrière nous restent toujours en tête. Et c'est le grand Sadi Rebo qui le double ici, pour de toutes petites scènes il est vrai. Hey lady, how about it? Et enfin, en apparition, en caméo, dans la même scène, John Pankow joue un jeune homme dans une cabine téléphonique, en tout cas qui attend de pouvoir téléphoner, acteur que l'on verra en John Vukovich dans le Police Fédéral Los Angeles de William Friedkin. Crazy fucking junkie.
Et à ses côtés, le second jeune homme, c'est un acteur que l'on ne présente plus et qui va exploser dans les rues de feu de Walter Hill l'année d'après, Willem Dafoe dans un tout petit rôle. I'm dead, I'm dead, I'm dead. Du groupe Bauhaus que Tony Scott avait découvert dans une discothèque de Londres aux compositeurs Michel Rubini et Denis Yaeger, et avec du Schubert, du Bach, du Delibes en musique classique, la bande originale des Predators est assez étonnante. Hans Zimmer était d'abord envisagé, et c'est Howard Blake qui a travaillé et créé Ridley Scott sur les duellistes et fera le score du Flash Gordon de Mike Hodge qui va superviser l'entièreté de la musique. Très peu de morceaux sont présents sur l'album Varese Sarabande d'époque ou Milan chez nous, et même si le film ne va pas convaincre, l'album lui est vraiment indispensable. Les morceaux classiques sont inclus et le tout donne à l'écoute une homogénéité assez troublante. Rubini a travaillé avec de nombreuses stars comme Frank Zappa, Sonny Etcher ou Barbra Streisand. Après avoir débuté en tant qu'arrangeur à la Motown, il devient dans les années 60-70 l'un des musiciens les plus en vogue de Los Angeles. C'est alors qu'il collabore avec Sonny Etcher, Michael Park, The Cats ou encore The Righteous Brothers. Il a également eu l'occasion de jouer avec Frank Sinatra. You said forever. Never ending. Bref, Denis Yaeger et Michel Rubini signent une musique originale électronique pour le premier film de Tony Scott que je vous conseille d'écouter. Alors pour l'époque, c'est le choc stylisé au maximum, le mythe du vampire réécrit en chic et sophistiqué, éblouissant avec ses acteurs si bien choisis, éclairé via des néons et de la fumée comme jamais vu avant. Un film au pareil risqué parce que seule l'émotion compte ici, où le spectateur doit apprendre à comprendre les images et non attendre le message délivré de façon classique. The bats have left the bell tower. The victims have been. Dès les premières minutes, nous assistons à un vidéoclip de cinéma avec la chanson du groupe de rock gothique Bauhaus, Bela Lugosi's Dead, clin d'œil à Bela Lugosi, un des plus célèbres interprètes de films de vampires, et le reste est une très belle forme de poésie. Ici, décors, costumes, photos et acteurs deviennent sous l'œil de Tony Scott de vraies œuvres d'art, très précis dans l'harmonie de cet ensemble de couleurs et de travail toujours juste. You will fit one day in 7, and from this moment you will never grow old. Not a minute. Un film au cordeau, storyboardé par le réalisateur lui-même, minutieux dans ses moindres détails et comme une pub bien maîtrisée, nous donne envie de posséder chaque objet, chaque pièce, chaque moment à l'écran. You'll be young forever. You're part of me now. Un travail d'architecte ou une simple griffe et un plan magnifique, un film luxueux, que dis-je, le film le plus luxueux de 1983, érotique et moderne. Un ballet très bien chorégraphié où les destins se croisent et s'entrecroisent sur des comédiens de grand talent. Loin du classicisme hollywoodien, le style de Tony Scott en est ici une force, son arme maîtresse, dont le lyrisme des images devient une ode à la mort et à l'amour. Horreur et onirisme se mélangent pour transfigurer un roman plus classique et monter en puissance malgré la lenteur voulue de la réalisation. Symbolique et surpuissant, dont pas un plan n'est raté, pas une scène qui ne serve à rien, c'est un 6/6 stylé dont le plan final résume à lui tout seul l'inventivité de son auteur. Voilà ce dont je parle quand j'explique qu'un film d'aujourd'hui peut être stylisé à foison, confère Denis Villeneuve, sans jamais prendre aucun risque, alors qu'ici, la dimension d'auteur se mêle à une habile et forte propension à nous exploser les rétines par une photo et une maîtrise absolue de l'image. Prendre des risques et ne pas s'arrêter sur la forme. Ici, la forme explique le fond. Une image vaut mieux qu'une image
avec dialogue qui s'explique. Bref, une réussite. Voilà, je voulais bien sûr parler des Prédateurs depuis très longtemps, vous me l'aviez demandé à l'époque, je me rappelle, mais vous savez qu'il faut du temps des fois pour se lancer, le petit déclic, voilà c'est fait. C'est un film que j'ai redécouvert, je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps, et ce fut un bonheur sans nom, d'autant qu'il n'est pas très long, 1h30, et il se regarde, mais alors avec un plaisir des yeux, toujours absolu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas bien sûr à me balancer vos commentaires pour que j'y réponde et qu'on parle du film. Je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche, c'est gratos. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.